Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19h45 sur ITV. C'est parti pour le journal. À la une de l'actualité ce soir, les chauffeurs de taxi clando sont en grève. Ils dénoncent les tracasseries sur les routes. Ces conducteurs exigent une réduction de 12 000 francs CFA qu'on les inflige. À suivre le reportage de Mamadou Dieng en début de journal. En politique, Ousmane Sonko, officiellement installé maire de Ziguinchor, le leader du parti PASTEF espère une collaboration permanente avec le pouvoir central pour la continuation des politiques publiques. Plus de 150 milliards d'euros, c'est le montant qui sera débloqué par l'Union européenne pour soutenir l'Afrique dans divers domaines. C'est une annonce de la présidente de la Commission européenne, Macky Sall, pour sa part, a saisi cette occasion pour rappeler sa décision de maintenir le financement des énergies fossiles. Et puis en fin d'édition, votre rubrique hebdomadaire culture au menu, le droit de reproduction par la reprographie, ce sera avec Awo Diop Sène en fin d'édition. Voilà pour les titres, dans un instant le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le chauffeur de taxi clando fustige les tracasseries sur les routes. Ils sont en grève. Ils disent en avoir marre. Ces conducteurs veulent une réduction de 12 000 francs CFA qu'on les inflige. Le reportage de Mamadou Dieng sur place. Dans ce garage de taxi clando à Liberté 6, les clients viennent à compte-gouttes, mais tous les véhicules sont à l'arrêt. Les conducteurs forment des groupes. Un seul sujet est au centre des débats, la grève qu'ils ont entamée depuis mercredi. Un mouvement d'humeur dû aux tracasseries policières sur les routes, si l'on se fie à Khadim, jeune conducteur. Les policiers nous mènent la vie dure sur les routes. Nous ne récoltons que des 100 francs, 200 et 300. Eux, ils veulent qu'on paye tous les jours 6 000, voire 12 000. Ils nous parlent de transport irrégulier. Mais tout le monde ne peut pas conduire un taxi. Nous demandons à ce qu'ils fassent en sorte qu'on paye au moins chaque fin du mois. Mais tous les jours, c'est difficile. Il s'y ajoute les contrôles policiers qu'ils veulent voir baisser considérablement. Il y a des contrôles au rond-point Liberté 5, Gédo, Niaritali, Zone A, jusqu'à l'arrêt ONU. Partout, on paye 1000 francs. Mais la grève de ces chauffeurs de taxi clando ne fait pas l'unanimité chez les conducteurs. D'autres désapprouvent un manque de coordination. Cette grève, il fallait d'abord en discuter avec tous les chauffeurs de taxi clando. Je pense que quand on est dans l'irrégularité, on doit faire attention et savoir négocier. Je pense également qu'il faut y aller avec intelligence. Si l'on respecte strictement les règles définies, les taxis clando ne devraient pas circuler. Quoi qu'il en soit, les grévistes ont réussi à mettre à l'arrêt une grande partie des véhicules. Ils ne comptent pas se remettre en route tant que leurs doléances ne sont pas satisfaites. À l'instant, le reportage de Mamadou Dieng sur la grève des taxis clando au rond-point Liberté 6 et environ. Les maires nouvellement élus ou réélus sont en train de prendre fonction. Certains citoyens veulent les voir rapidement à l'œuvre là où d'autres pensent qu'il faudrait leur accorder encore du temps. Ils sont tout de même attendus sur plusieurs dossiers. Les urgences sont visibles selon certains citoyens, n'est-ce pas Mamadou Sy? Habib Tchandoum est un ex-agent de communauté urbaine. Il vient de passer en revue l'actualité du jour. L'installation des maires ne lui a pas échappé. Selon lui, il faut se mettre au travail. Pas de temps à perdre.
Il n'y a plus de temps à perdre, la campagne est finie et les élus doivent se mettre désormais au travail. D'autres, par contre, pensent qu'il faudrait laisser du temps aux maires. Il faut laisser du temps aux élus au moins 1 an pour qu'ils puissent travailler sereinement. Il y a également des échéances électorales qui se profilent. Ils doivent se concentrer sur ces élections également. L'assainissement, le pavage, la santé, la prise en charge des couches vulnérables, autant de secteurs sur lesquels ces administrés attendent leur maire. J'ai remarqué que dans ce pays, on attribue les bourses aux riches alors qu'on devrait les donner aux démunis. Nous attendons des maires qui privilégient la question du pavage, de la santé. L'hôpital de Ouakam ne fonctionne presque plus. Les élus locaux doivent travailler avec l'État s'ils veulent réussir leur mission. Je demande aux maires de travailler avec l'État. Il ne faut pas qu'ils utilisent les mairies pour en faire des instruments de combat politique. C'est important. L'installation des maires se poursuit un peu partout sur le territoire national. Les attentes sont nombreuses. Certains invitent les élus à être à l'écoute des populations pour mieux les servir. Ousmane Sonko, officiellement installé aujourd'hui comme le nouveau maire de la ville de Ziguinchor. Le leader du parti PASTEF espère une collaboration permanente avec le pouvoir central pour la continuation des politiques publiques. Ousmane Sonko est ici au micro de notre correspondant permanent à Ziguinchor, Hassanba. Nous avons beaucoup de travail. Et monsieur le préfet, ce travail, nous devons le faire, je l'espère bien, à bon entente avec l'administration centrale que vous représentez ici. La décentralisation, c'est un transfert d'un certain nombre de compétences extrêmement importantes, mais c'est également un contrôle, quand bien même à construire, et quand même un contrôle. Et au-delà, c'est une collaboration permanente entre le pouvoir central qui doit passer par cet échelon local pour la continuation d'un certain nombre de ces politiques publiques, en tout cas la territorialisation de ces politiques publiques, et ce pouvoir local qui doit collaborer avec le pouvoir central pour l'approbation, mais surtout la facilitation dans l'exécution d'un certain nombre de ces missions. Et je lance cette invite. J'espère qu'au-delà de nos statuts politiques, nous saurions rester républicains et ne prendre en compte que l'intérêt des populations. La réalisation dans l'intérêt des populations n'a pas de coloration et ne doit pas être impactée par les querelles politiciennes au-dessus des préoccupations des populations en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'accès à l'emploi, en matière d'infrastructure. Sur ces questions et sur ces problématiques, comme certains l'ont matérialisé avec la victoire éclatante de nos lions du football que nous félicitons encore, il y a des moments où on met en avant l'intérêt et exclusivement l'intérêt national. Cheikh Issa Sall, maire de Mour, a été également installé hier à Mour. Il a quand même décliné, oui, sa feuille de route, entre autres une gestion transparente et participative. Muntaga Kane. Ils sont en tout 80 conseillers à être installés ce mercredi dans la salle de délibération pleine à craquer. Le tout nouveau maire, Cheikh Issa Sall, a tenu à rendre hommage à ses prédécesseurs. Nos pensées vont à nos prédécesseurs, partant du maire Ibou Kébé jusqu'à El Hadji Fallou Silla, Demba Diop, Amadou Ly, Ahmed Sarr, Abdou Mané, Moussa Ndoye, Ibrahima Souaré, Tafsir Demba Diouf et Mbaye Diagne. Chacun d'eux a fait ce qu'il a pu pour la vie. L'édile de la commune a dit sa volonté de mettre sur pied une gestion participative et d'informatiser les services municipaux.
Nous voulons que la mairie soit une maison de verre. Tout ce que nous ferons va être mis à la connaissance de tous les citoyens. Nous voulons mettre sur pied une gestion participative. Nous comptons rendre très accessibles les services de la municipalité. Nous ferons de sorte que tout citoyen désireux de participer aux efforts de la mairie puisse y parvenir sans problème. Nous allons restituer les conseils de quartier afin de faciliter l'accès des citoyens aux documents administratifs. Nous allons inclure l'informatique dans la gestion administrative. La formalisation de l'intercommunalité fait partie de ces projets. Dans la même veine, je ne ménagerai aucun effort de concert avec mes autres collègues, mais avec l'intercommunalité, en devenir au niveau de l'agglomération de Mbour, soit mieux formalisé et renforcé pour être un véritable instrument de solidarité et de mutualisation des ressources et des compétences pour la mise en œuvre de services urbains et de projets de grande envergure. La pauvreté, ses facettes et ses dimensions, le mouvement national ATD Quart Monde a fait des recherches durant 3 ans. Ses membres ont publié hier un rapport lors d'une conférence intitulée « Les dimensions cachées de la pauvreté ». Compte rendu, Marem Ndiaye et Augustin Mandan. Les dimensions cachées de la pauvreté, c'est le thème de cette conférence internationale. Le mouvement international ATD Quart Monde a produit un rapport sur le croisement des savoirs, une nouvelle méthode de réflexion et de recherche sur la pauvreté. Aujourd'hui, on est là par rapport à une conférence internationale qui est liée en fait à un rapport qu'on a fait sur le croisement des savoirs. Parce qu'en fait, ça fait plus de 3 ans que ATD Quart Monde et l'Université d'Oxford a mené en fait un travail sur les dimensions cachées de la pauvreté. Une pauvreté qui n'est pas seulement financière, elle a d'autres facettes, selon lui. La plupart des personnes pensent qu'en fait, la pauvreté, c'est l'aspect économique. Alors qu'il y a d'autres facettes de la pauvreté que les gens ont du mal à voir. Par exemple, imaginez qu'une centrafricaine qui nous dit qu'elle est matrone. En fait, elle accouche chez elle. Alors que, au niveau même étatique, elle n'a pas cette connaissance-là. Alors que ceux qui, en fait, vont chez elle pour au moins accoucher, n'ont pas les moyens de payer même le transport. Et pour avoir les solutions, rien de mieux que d'impliquer ceux qui subissent la pauvreté dans les recherches. La pauvreté aussi a d'autres facettes que les gens ont du mal à voir. Il faut que ceux qui vivent l'extrême pauvreté puissent au moins, eux, s'exprimer, dire leur avis par rapport à tout ça. C'est bien beau de faire des politiques d'État, des politiques au niveau Banque mondiale et autres pour soutenir, pour accompagner, pour lutter contre l'extrême pauvreté. Mais il est bon souvent d'entendre ceux qui vivent l'extrême pauvreté. C'est à eux doivent venir ces solutions. Cette rencontre internationale a débuté ce 6 février. Elle se poursuit jusqu'au 11 février 2022. Une rencontre régionale portant sur les dimensions cachées de la pauvreté qui rassemble une 50aine de participants en provenance de 9 pays. Plus de 150 milliards d'euros, c'est le montant qui sera débloqué par l'Union européenne pour soutenir l'Afrique dans divers domaines. L'annonce a été faite ce matin par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l'a révélé devant le président en exercice de l'Union africaine. Macky Sall a saisi cette occasion pour appeler sa décision de maintenir le financement des énergies fossiles. Abdourahmane Ly, Seydina Mbaye. L'Europe et l'Afrique ont intérêt à travailler ensemble. Cette conviction du président Macky Sall est en parfaite corrélation avec l'ambition de la présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen porte la voix de l'Europe et estime que le partenaire le plus fiable de l'Afrique est de loin le vieux continent. Des collaborateurs qui misent sur du concret dans divers domaines. Entre autres sur la gouvernance économique et démocratique, sur le développement agricole durable, sur la sécurité alimentaire, sur l'eau, mais également sur la sécurité, la paix et la stabilité. L'eau en milieu rural, l'assainissement, mais également sur la migration. Sommet Afrique-Europe prévu le 17 et 18 février prochain à Bruxelles. Le cadre choisi pour entériner des projets avant d'établir une feuille de route. Notre ambition commune africain-européen pour ce sommet est de parvenir à un partenariat rénové
modernisée et davantage orientée vers l'action. Au sommet, les investissements seront au cœur des discussions, car ils sont les moyens de notre ambition partagée. Sur la transition énergétique, le président Macky Sall n'a pas manqué de réitérer son engagement à financer des énergies fossiles, une nécessité selon lui. Pour soutenir l'industrialisation de l'Afrique et l'accès universel à l'électricité, puisque plus de 600 millions d'Africains restent encore privés d'électricité. Plus de 150 milliards d'euros, le montant débloqué à travers Global Gateway, explique la présidente de la Commission européenne. C'est notre stratégie globale d'investissement ancrée dans les valeurs auxquelles l'Europe et l'Afrique sont attachées. Global Gateway, ce sont des investissements dans l'infrastructure, dans des infrastructures stratégiques, dans les infrastructures de l'industrie, mais aussi de la santé, la jeunesse, l'éducation, tellement important. Le Sénégal, grenier de la souveraineté pharmaceutique de l'Afrique, grâce à l'Institut Pasteur de Dakar, c'est ce qu'a par ailleurs souligné la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Un institut qui héberge un pôle régional de production de vaccins à travers le projet Madiba. À l'instant, Abdourahmane Ly. La gendarmerie nationale sauve enfin l'honneur et oui, la réputation du Sénégal était sur toutes les lèvres après le vol du téléphone portable de Kalidou Koulibaly devant les grilles du palais présidentiel. Le téléphone en question a été retrouvé par les hommes en bleu. En croire Mountaga Cissé, cela n'est pas du tout compliqué. Mountaga Cissé, consultant et formateur en nouveaux médias, est joint au téléphone par Mam Abdou Gaye Kassé. La première chose, c'est par exemple de faire en sorte que le téléphone soit tout le temps connecté, soit sur Wi-Fi ou bien sur le réseau 4G. Et là, éviter, bloquer le désactivage, je dirais, du Wi-Fi. Comment le faire? C'est désactiver l'accès au centre de contrôle là, sur le téléphone. Dans les réglages, vous voyez cette option-là. La deuxième chose, c'est de connecter le téléphone avec un compte en ligne. Sur Apple, c'est le compte iCloud. Sur les autres téléphones, c'est un compte Google, donc Android. La troisième chose, c'est de signaler le téléphone, si vous n'aviez pas pris ces devants-là, de contacter par exemple les autorités compétentes, c'est-à-dire la police ou la gendarmerie, et puis après d'aller chez son opérateur pour qu'il vous localise. Et aussi d'avoir un téléphone avec la dernière version du système d'exploitation. Certains d'entre nous n'allons pas jusqu'au bout. Moi, je recommande toujours aux gens d'aller jusqu'au bout, de pousser au niveau de la police, mais également au niveau des opérateurs. Comme ça, même si le numéro est changé, si on met une nouvelle carte SIM avec le numéro email, qui est le numéro de carte d'identité du téléphone, même si on le rallume avec un autre numéro, l'opérateur pourra le localiser et puis on va retrouver son bien. Une note de sport, décrocher la qualification en Coupe du Monde et celle de la CAN 2023. Telles sont les perspectives de l'équipe nationale du Sénégal, Dixit El Hadji Diouf. Le double ballon d'or africain soutient que le Sénégal peut même jouer une finale de Coupe du Monde. Le voici avec Aline Sow. Les perspectives, c'est sûr que c'est de savourer maintenant, c'est le moment de savourer. Et après, plus tard, pourquoi pas, on a 2 matchs qu'on doit absolument avoir des résultats positifs. Pourquoi pas aller au Caire, avoir un résultat positif où on saura que ça sera très dur et les attendre ici et de gagner chez nous. Parce qu'on peut le faire, on est capable de le faire et j'ai confiance en notre équipe. Est-ce qu'on peut espérer une équipe du Sénégal finaliste au mondial? Pourquoi pas? On a tous les jours. Aujourd'hui, c'est le meilleur gardien, les meilleurs défenseurs, les meilleurs milieux de terrain, voire les meilleurs attaquants. Pourquoi pas? C'est dans la tête, ils l'ont montré. Maintenant, on a montré qu'on était les boss en Afrique. Maintenant, il faut aller en Coupe du Monde et montrer que les grandes équipes, le Sénégal est là et on est capable à se rivaliser. En culture, la loi 2008-09 du 25 janvier 2008 consacrait une nouvelle rémunération du droit de reproduction par reprographie aux auteurs et éditeurs de l'écrit et l'image. Ce jeudi, la SODAV qui a fait force à la presse par la vulgarisation de ce nouvel ordre arrêté en vue d'en informer l'opinion publique. Voici Ali Bakili, il est le directeur gérant de la SODAV, au micro de Awo Diopsen. Qu'est-ce que
la reproduction par reprographie, on peut le définir que c'est un droit de reproduction qui est une compensation équitable due aux auteurs, aux éditeurs en raison de l'utilisation et du préjudice qu'ils subissent suite aux reproductions faites de leurs œuvres. Tous les utilisateurs, comme les coutumes en gestion collective, devront nous fournir un reporting de toutes les œuvres qui ont été utilisées. Je donne un exemple très simple. Vous allez à la bibliothèque universitaire de Dakar. Il peut soit sur la base de sondage dire que par exemple pour telle période ce sont tels ouvrages qui ont été plus utilisés pour les étudiants du premier au second cycle et c'est tels ouvrages qui ont beaucoup été utilisés pour les étudiants du troisième ou bien carrément aller dans un système de reporting par question. C'est-à-dire à chaque fois qu'un ouvrage a été reproduit en partie, qu'on puisse dire que tel ouvrage a été reproduit pour tant de nombre de pages, voilà, tel jour, pour tel autre ouvrage, c'est tant de nombre de pages, pour tel autre jour. Et maintenant, arrivé ici, nous avons un règlement de répartition en manière qui nous permet d'effectuer ces calculs-là. Ça également, ça peut se faire. Comme également, à défaut d'avoir l'exactitude de cela aussi, procéder à des échantillonnages ou des sondages selon les ouvrages, par exemple, qui sont au programme. Et justement, le droit de reproduction par la reprographie, c'est le sujet de notre rubrique culture de ce jeudi. Les acteurs concernés ont bien accueilli cet engagement de la SODAV d'assurer le versement de ce préjudice aux auteurs et auditeurs d'écrits et d'images, une décision qui vient à son heure dans un contexte où les artistes font partie des plus impactés de la pandémie de Covid-19. Aoudjoubsen, Augustin Mandang signe la rubrique hebdomadaire culture. Bénéficier pleinement du succès commercial de leurs œuvres pour la présidente du consortium des bibliothèques de l'enseignement supérieur du Sénégal, cet arrêté vient essentiellement donner une lueur d'espoir aux ayants droit. Le COBES est acteur du livre et de la lecture et aussi acteur dans le domaine de tout ce qui est mis en œuvre des résultats de la recherche en général. Donc je suis venu en observateur, donc on a écouté le directeur général, on a écouté le PCA et le président également de la commission. Donc moi, au retour à Bambey, le COBES se réunira à Bambey le 24 février prochain et durant cette réunion, des jeunes d'études du COBES, nous allons partager sur cet arrêté. De toute manière, nous, on est pour tout ce qui aide les auteurs à jouir de leurs droits. Une rémunération qui répare aussi un préjudice moral si l'on en croit cet artiste visuel. Pour lui, la création représente l'esprit de l'artiste. Tout droit est le rétablissement d'une injustice. Et le droit a pour fonction essentielle de rétablir le cordon ombilical entre les créateurs et les objets qu'ils créent. Moi, en tant qu'artiste visuel, ce que je m'attends ici, c'est qu'à travers le support texte, comment ces producteurs d'images peuvent rentrer dans le droit, c'est-à-dire autrement dit qu'ils soient rémunérés à la hauteur de leur travail. Aussi appelé en français facile le droit de photocopie, ce droit de reprographie concerne surtout les auteurs d'œuvres littéraires, mais de manière plus générale, tous les auteurs dont les œuvres sont photocopiées dans des centres de copie-service, des centres de documentation, des établissements entre autres, une belle manière pour ces acteurs de vivre pleinement de leur art. Au Sénégal, les droits d'auteur, on a 6 000 francs toute l'année. Donc c'est 10%. Quand l'éditeur vend 1 million, on a 100 000. Et c'est très rare que durant l'année, l'éditeur puisse vendre 1 million de nos livres. Donc c'est un problème difficile. Un auteur sénégalais en particulier ne vit pas très souvent de son œuvre. Donc c'est un combat que nous devons mener. D'abord en tant que... parce que nous travaillons avec les livres. Les livres que nous travaillons, ce ne sont pas nous qui les avons écrits. Donc on doit aider les auteurs à percevoir un droit de reproduction sur l'ouvrage que nous prêtons aux étudiants. Au-delà du respect de la créativité, les attentes sont énormes, mais les ayants droit ont confiance à la SODAV quant à l'effectivité et la transparence dans la redistribution de ces rémunérations. Ça peut apporter le réconfort moral d'abord. Le plus important, c'est-à-dire qu'au fond, la reconnaissance du travail. Ça, c'est important. Le deuxième élément important, c'est ceux qui utilisent ces objets de création, ces objets de l'esprit, se rendent compte finalement, ce qu'ils créent vient de quelqu'un. Ça, c'est donc deuxièmement, au plan économique, comment quelqu'un qui crée une image, malgré après le premier accord avec l'éditeur, continue à percevoir sur ces objets-là. Je crois que c'est à ces trois niveaux où se situe la pertinence de ce droit de reprographie.
Le droit de reprographie est tout simplement la rémunération qui revient à l'auteur en contrepartie de la reproduction de ses œuvres publiées dans un livre, dans un journal ou dans un magazine par la voie de la photocopie. Désormais, un contrôle de la gouvernance de la SODAV est également organisé par le décret d'application de la loi 2008-09 portant sur le droit d'auteur et les droits voisins. Et l'autre bonne nouvelle pour les confrères, les journalistes sont aussi des ayants droit de cette loi sur la reproductivité par la reprographie. Sur l'international, un nouvel homme fort du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État le 24 janvier, a été déclaré président par le Conseil constitutionnel devant lequel il doit prochainement prêter serment. Dans une décision qui lui a été notifiée mercredi, le Conseil constitutionnel indique que Paul-Henri Sandaogo Damiba, lieutenant-colonel des forces armées nationales, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, la junte au pouvoir, est le président du Burkina Faso depuis le 24 janvier. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.